La deuxième partie de cette émission Stop Intox consacrée à la vocation exportatrice de la France dans le domaine agricole et agroalimentaire avec Jean-François Lépy. Vous êtes directeur général du groupe Soufflet Négoce. Alors la part négoce, vous allez nous parler de commerce international. Sébastien Habis, vous êtes directeur du club Déméter et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Didier Delzesco est avec nous, président d'INAPOR, c'est l'interprofession, hein, c'est bien ça. Et on a évoqué les flux à l'entrée, à la sortie des productions porcines. Et puis nous sommes toujours avec Georges Haussalter, qui est consultant, l'ancien président du CIVB, Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. L'histoire du commerce international, c'est l'histoire de l'économie, en réalité. Alors, il y a quelques épisodes qui sont très connus dans l'histoire économique pour ceux qui ont fait soit des études d'histoire, soit des études d'économie. Vous savez, l'époque des mercantilistes, hein, c'est autour du règne de Louis XIV. On avait un ministre de l'économie et des finances en France, très connu, M. Colbert, qui s'était dit, tiens, on va taxer les importations, et puis on va essayer malgré tout d'exporter. C'est-à-dire on va protéger nos frontières. Ça n'a jamais marché, Sébastien Habis, et au fond, le monde d'aujourd'hui nous renvoie cette image de dire que les règles n'ont pas beaucoup changé. On récolte ce qu'on a semé, si je peux me permettre cette formule. Quand on ferme ces frontières, bah, évidemment, les concurrents font exactement la même chose. Est-ce que, puisqu'on évoquait tout à l'heure la situation avec vous, Jean-François Lépy, et avec vous, Didier Delzesco de l'Asie, est-ce que la construction d'un grand marché asiatique, d'un grand ensemble, la Chine a signé des accords particuliers dans le cadre d'un accord qui s'appelle l'ASEAN, avec les pays qui sont dans son jardin, est-ce que ça change d'ailleurs les relations? J'ai vu que sur l'orge, c'est ça? Vous avez parlé de l'orge. Ça n'a pas beaucoup profité aux Australiens pour le moment. Enfin, ça peut changer. Oui et non. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que depuis 10 ans, la mondialisation stagne, mais c'est la sino-mondialisation qui a progressé. Et néanmoins, depuis quelques mois, la Chine se recentre sur son marché intérieur et régional. On sait que le plus grand marché du monde, c'est d'abord le marché chinois. Et donc Xi Jinping a clairement conscience qu'il y a encore 500 millions de Chinois qui ne sont pas dans la classe moyenne, à l'ouest du pays, dans les territoires ruraux, qu'il va falloir aller chercher pour une nouvelle croissance. Alors, regardez une petite carte de la Chine, si vous êtes chez vous. Il y a les villes côtières. Exact. Il y a les grandes villes côtières, Pékin, Shanghai, puis on descend jusqu'à Macao, etc. Là, c'est des conurbations urbaines. Alors, c'est des conurbations à quelques dizaines de millions d'habitants, voire centaines. Oui, et même au centre de la Chine, le début des routes de la soie à Chongqing, c'est 40 millions d'habitants aujourd'hui, Chongqing. Donc, c'est vraiment l'ouest de la Chine qui doit être développé. La deuxième priorité de marché pour la Chine, c'est son environnement régional asiatique et pacifique. Et cet accord de libre-échange entre 15 pays asiatiques au mois de décembre montre bien que la Chine ne veut pas détricoter sa dynamique de libre-échange ou de mondialisation, même localisée. D'ailleurs, je note que Boris Johnson a demandé que le Royaume-Uni rejoigne cet accord d'Asie-Pacifique parce qu'à forte promesse. Mais je crois qu'il est important de noter que nous avons, dans le cas de la Chine ou de pays asiatiques, certes, la moitié de la population mondiale dans cette région du monde, mais pas toutes les productions mondiales agricoles. Et donc, certains produits ne viendront jamais de cette région du monde et auront besoin du grand large des pays européens, des pays américains, du nord ou du sud, pour alimenter ce grand marché. Nous avons par ailleurs des consommateurs asiatiques qui restent fortement attachés aux qualités, aux conditions sanitaires et de plus en plus aux conditions environnementales. Et là, l'Europe, la France peuvent être dans une stratégie différenciante par rapport au Brésil, par rapport aux États-Unis, pour ces marchés asiatiques conquérir encore plus de poids par des volumes, mais surtout par de la qualité et des normes. Et je pense que c'est important de souligner que nous n'avons pas vocation demain à vouloir territorialiser la sécurité alimentaire, dans le sens où soit il faudra imposer aux consommateurs d'ici ou d'ailleurs une très grande restriction dans leur liberté, variété. C'est-à-dire l'assortiment se réduira, l'assortiment accessible
alimentaire se réduira. Là, il y a une question de prix, évidemment, parfois, mais il y a surtout une question de liberté. Le consommateur moyen mondial, qu'il soit français, turc, africain ou chinois, il veut accéder à de la diversité alimentaire. C'est ça la réalité. Donc, en miroir, soit on lui dit les produits de l'étranger, c'est fini, mais prenons l'effet miroir. Est-ce qu'on va expliquer aux producteurs de champagne en France que le seul marché à conquérir, c'est le champenois, et que des habitants à Marseille, Brest, à Rome ou au Royaume-Uni et sur le reste de la planète n'auraient plus accès aux productions de champagne? Puisque vous parlez de champagne, Georges Osselter, une question au passage, réponse rapide, puisqu'on fera tourner la parole. Est-ce que j'ai bien compris que le gouvernement chinois incitait les agriculteurs, je ne sais pas s'il faut les appeler agriculteurs ou viticulteurs chinois, à planter de la vigne pour faire du vin chinois? Oui, c'est exact. Enfin, c'est pas massif, mais il y a déjà depuis pas mal de temps une tradition de culture de raisin en Chine. Mais oui, il y a un développement de la viticulture en Chine. Mais vous savez, ça procède de la même logique que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ouais. Nous y sommes favorables. Et d'ailleurs, il y a des opérateurs français qui plantent de la vigne en Chine. Nous y sommes favorables parce que faire naître et développer un marché local de consommation de vin, c'est favoriser la consommation de nos produits, et en tant que leader mondial, on a intérêt à développer la catégorie. Bien sûr, c'est dilater le marché, comme on le disait tout à l'heure, à condition évidemment que les Chinois n'appellent pas le vin produit en Chine, Bordeaux ou autre chose. Non mais je dis ça, pardon, mais j'ai quelques années de plus que certains d'entre vous sur le plateau. Il m'est arrivé de boire du champagne de Géorgie. Bon. Le champagne, c'est pas la Géorgie, je suis désolé, c'est la Côte des Blancs et c'est la région qui est délimitée. Pour poursuivre nos échanges là, Didier Delzesco, sur ce qu'on évoquait, les barrières là. Tout à l'heure, vous nous avez dit que il y avait des flux entrant-sortant. Vous êtes le représentant d'INAPOR, l'interprofession nationale porcine. Les barrières sont les mêmes, c'est ça, vous décrivez la même chose, mais il y a malgré tout un peu de fluidité. Vous diriez, vous, comme Sébastien Habis, qu'on est passé de la mondialisation à la sino-mondialisation? Oui, il faut peut-être inventer un nouveau sino-rado. Sino comment? Rado. Ouais. Pour Eldorado. Ouais. C'est vrai que la Chine est tellement... C'est un continent, hein. On s'en rend pas compte. Et puis on parle de la Chine, c'est les Chines, vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre l'Est et l'Ouest, c'est complètement différent. Cet enjeu, il est primordial, cet enjeu géopolitique, mais je reviendrai quand même sur un point. Le gouvernement chinois a à cœur à ce que la population puisse être nourrie. Et nous, la viande de porc, c'est un produit basique. Et on se rend compte que le gouvernement chinois constitue des stocks stratégiques pour quand il y a des crises, des pénuries de viande, tel que ça a été le cas en 2019, il libère ces volumes d'État, ces stocks d'État, pour réguler les prix. Donc il y a quand même une très forte volonté du gouvernement chinois d'avoir une stabilité sociale liée à l'alimentation de sa population, qui est quand même une population... C'est des stocks d'État, hein, pour être clair. C'est-à-dire que non, mais c'est important, parce que ça veut dire que c'est l'État qui pilote la politique alimentaire. Mais même pour l'Europe, c'est compliqué. Nous, on a été confrontés à des entreprises chinoises. Alors, quand on parle d'entreprises chinoises, on rajoute 4 zéros déjà pour avoir l'échelle de grandeur par rapport à la France. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et quand vous avez un représentant d'entreprise chinoise qui vient vous voir, qui dit voilà, moi j'ai un stock d'État délivré par le gouvernement chinois et j'ai besoin de 100 000 tonnes de viande de porc sur un contrat. Quand vous savez que nous, la France, on exporte 200 000 tonnes par an, c'est à l'échelle du pays. Donc c'est vrai que... mais cette dimension géopolitique de stabilité interne à la Chine, elle est fondamentale sur des produits... stratégiques, hein, et la viande de porc en fait partie. Ouais, la Chine, en 2 mots, je vais vous passer la parole, mais la Chine, c'est 22-23% de la population du monde, hein, à peu de choses près, et alors quand on fait de l'agriculture, il faut de l'eau, c'est une petite partie, c'est moins de 10% des réserves en eau douce. Donc on voit bien qu'il y a déjà une forme d'asymétrie là, enfin de dissymétrie plutôt, et c'est une part peu significative des terres arabes. Donc c'est un pays qui a une force, une vraie force, parce qu'il est capable d'acheter. Alors un pays qui achète, évidemment, un client, c'est toujours quelqu'un de précieux, mais il a aussi une faiblesse d'une certaine façon, il dépend de nous. Oui, alors moi je voudrais dire sur la Chine 2 choses rapidement. C'est tous les chiffres que vous avez évoqués, mais c'est aussi en 20 ans, la Chine qui représentait 3% du PIB mondial en 2000, c'est 20% aujourd'hui. Donc c'est une Chine qui est beaucoup plus armée dans sa dépense et dans ses volontés de consommer. La deuxième chose sur la Chine, c'est que la Chine, comme
la Grande-Bretagne au 19e siècle, rayonne sur la planète, veut sécuriser ses approvisionnements. Il y a une forte dimension alimentaire dans le projet des routes de la soie. C'est pour ça qu'elle a investi dans la logistique, les ports et un certain nombre d'industries partout dans le monde. Et la Chine, aujourd'hui, a une balance commerciale agricole et agroalimentaire largement déficitaire. C'est un déficit de 80 milliards de dollars par an. Donc la Chine est dans cette situation presque paradoxale d'être le premier producteur d'à peu près tous les produits dans le monde, mais en même temps le premier acheteur d'à peu près tous les produits agricoles et alimentaires de la planète. Jean-François Lépy. Oui, moi je rebondirais sur ce qui a été dit sur la sécurité alimentaire. On a beaucoup parlé de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine dans le monde. Il y a aussi nos voisins, vous avez parlé de l'Europe, qui sont quand même des marchés importants pour nous. Puis il y a aussi toute l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, qui sont quand même des gens qui sont plus à proximité chez nous, je dirais, à la fois culturellement et à la fois géographiquement. Et quelque part, nos marchés sont aussi là. Et je pense que sur le marché est-ce qu'il y a arbitrage? Est-ce que vous devez, bon, si on refait le champ de bataille, il y a des besoins qui montent en Asie pour des raisons qu'on a évoquées. Les Chinois sont nombreux, leur pouvoir d'achat augmente, donc la capacité de ces classes moyennes à consommer augmente, leur propension à consommer augmente. Mais vous avez, des clients historiques. Est-ce que vous êtes obligé d'arbitrer entre les deux? Alors, nous sommes dans un marché, donc c'est le marché qui va dicter. Par contre, je voudrais vous faire un petit peu d'historique sur les quelques années qui viennent de s'écouler. On vient de vivre depuis 2012-13 une série, une série d'événements qui a fait que la production mondiale de grains, elle a été supérieure à ce qu'on en a consommé. Donc on vient de vivre un cycle de prix bas, des prix bas qui sont allés pour nous producteurs français, pour nous producteurs européens, souvent en dessous des prix de revient. Et on a eu tout ce débat. Coût de production, absolument. Et on a eu tout ce débat de dire mais pourquoi on exporte alors que nos agriculteurs on les rémunère pas au juste prix? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Mais d'abord, est-ce que vous exportez à un prix, pour qu'on aille au bout de la logique là, on exporte plus cher qu'on aurait vendu sur le marché intérieur? Non. Le prix que les agriculteurs reçoivent, qui est payé par toute la chaîne d'achat et de commerce qui est autour, c'est le prix du marché mondial. Le prix du marché mondial, qu'est-ce que c'est? C'est le consommateur en Afrique, en Afrique subsaharienne, en Chine, qui en fixe le prix. C'est pas le producteur. Parce qu'on est sur des marchés dont l'équilibre s'effectue par cet acte de commerce international. Alors, comme disent les économistes, donc c'est la demande qui donne le signal prix. En 2016, nous avons vécu une catastrophe de production céréalière. Et 2020 n'en était pas très loin sur certaines régions. En 2016, on a vécu une catastrophe et les prix ont baissé. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'équilibre céréalier, on avait plus de céréales qu'on en a consommé. Alors, loi de l'offre et de la demande toute bête, là, c'est ça? Exactement, exactement. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système de production, si on veut être souverain, parce que c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui, il doit rester compétitif dans un environnement de marché international, dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, si l'agriculteur français peut gagner sa vie à 150 € la tonne payée du blé départ de sa ferme, il a gagné. Ça veut dire qu'il peut rester compétitif. C'est le cas ou pas? Et c'est important de rester compétitif. Pourquoi? Parce que le jour où vous n'êtes plus, vous ne produisez plus. Et le jour où vous ne produisez plus, vous importez. Et ça serait dommage quand même de faire de la baguette française avec des blés russes. Bien sûr. Alors, est-ce que... on rentre dans la microéconomie, là, mais c'est l'économie de la production. J'imagine que tout le monde n'a pas les mêmes coûts de production. Ça doit dépendre des surfaces, exactement. Ça doit dépendre des terroirs. Je sais qu'il y a des blés fortement protéinés dans le Soissonnais, peut-être un peu moins dans la Beauce. Enfin... La deuxième chose, une des raisons pour lesquelles on a eu ce cycle de prix bas, c'est quand même l'émergence autour de la bassin de la mer Noire, et puis dans une moindre mesure, mais aussi quand même en Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine, de gros producteurs de céréales et de blé et de maïs, plus particulièrement la Russie. Je veux dire, en 2010, quand M. Poutine met son ban russe à l'export, il exporte entre 5 et 10 millions de tonnes de blé. Finalement, un acteur mineur sur le marché mondial. Aujourd'hui, la Russie exporte entre 35 et 40 millions de tonnes de blé. C'est 25% des échanges mondiaux. Il décide de faire un ban. De même qualité que le nôtre? Meilleure qualité. Il décide de faire un ban et c'est un séisme sur le marché mondial. Nous, en France, qui sommes pourtant un acteur historique et important, on perd 30% de notre production, le marché s'en moque. Donc comprenez, c'est ça qu'il faut comprendre dans les équilibres de marché. Aujourd'hui, nous, on se bat
pour que notre chaîne logistique soit la plus performante et la plus compétitive possible. On se bat pour que ne pas être en compétition frontale avec les blés de la mer Noire ou les blés d'Amérique du Sud. Et on essaye de trouver des filières qui ramènent un peu plus de valeur à l'export. Quoi, par exemple ? Segmentation par exemple, le taux de protéines, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi je vous ai dit que les blés russes étaient meilleurs que les nôtres ? Parce qu'ils ont naturellement un taux de protéines plus élevé que les nôtres. Alors il y a eu le plan protéines. C'est 12%, c'est ça ? 12,5. 12,5 en moyenne. C'est le standard. C'est le standard du blé mondial. Et eux sont au-dessus ? C'est à 12,5 et nous on est plutôt à 11,5. Alors ça a des incidences sur la panification, parce que vous êtes boulanger industriel, il faut expliquer pourquoi. Alors, ça a des incidences, alors je dirais, sur la panification, oui, puisque ça permet de faire des pains qui sont plus faciles pas plus faciles à travailler, en tout cas plus robustes au niveau du boulanger. Après, notre blé, il va très très bien pour faire de la baguette. Il n'y a pas besoin d'avoir 12,5% de protéines pour faire de la baguette. C'est vrai. Et dans le monde, on consomme peut-être plus de pain anglo-saxon qui nécessite plus de protéines que de pain type baguette français. Ou des biscuits. Ou des biscuits qui n'ont pas besoin. Avec un taux de protéines plus faible. Ouais. Non, mais voilà, ce qui est important, c'est dans cet environnement-là, notre agriculture céréalière a souffert. Mais attendez, je vous pose la question. Est-ce que, je la pose très franchement, tous nos producteurs sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais, au fond, qui font baisser le niveau? Je prendrais pas le sujet là sur ce point-là. Je pense qu'il y a. Je comprends que vous le preniez pas comme ça, mais c'est ma question. Je vais dire très simplement. Ouais. Moi, je suis né dans une exploitation agricole qui était dans une secteur qu'on appelle de zone intermédiaire, sur les plateaux de Bourgogne, où les rendements sont faibles. Mes parents ont vécu l'expansion agricole qui a eu les années 70-80, avec l'avènement de la mécanisation, l'avènement d'une agriculture plus chimique, qui a permis d'avoir des rendements élevés. Aujourd'hui, on est en train de changer de logiciel, de trouver des solutions qui permettent d'être à la fois plus vertueux et respectueux de l'environnement, d'être plus durable, tout en restant compétitif. Difficulté, c'est que l'agriculture, c'est vous récoltez qu'une fois par an. Ouais. Donc votre quand vous récoltez. Quand vous récoltez. Et vous savez pas à quel prix en général. Et donc quand vous faites une erreur une année, il faut attendre l'année suivante pour la corriger. Et donc ce rythme pas de temps est différent du temps d'aujourd'hui. On a vu passer un petit dessin qui était sympathique, je ne sais pas si on peut le revoir. Éviter l'ère des compétitions frontales. J'aurais même dit confrontation, mais bon, il y a une petite colombe. Il y a une petite colombe. Si vous permettez un dernier mot aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Chine qui devient un acteur fondamental dans tous les produits agricoles, encore plus dans les céréales aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans, comme l'a très bien dit Sébastien, les gens qui ont besoin de céréales ne peuvent pas les produire. Il n'y a que quelques zones dans la planète où on peut faire des céréales et les produire. Le marché d'ailleurs n'évoluera pas de ce point de vue. On ne peut pas faire de blé dans les zones tropicales. Le blé ne fleurit pas. Donc on a besoin. Donc il y a la place de la France. Elle a une place. C'est évident. Il faut juste bien construire des filières à l'export. Mais c'est vous, non? C'est votre boulot. C'est mon job. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait exactement. Bon, bien manifestement, non? Faut dire ça à mes patrons. Merci. Bon. Quelqu'un veut ajouter un point là-dessus? Parce que moi j'ai une autre question qui vient derrière. Mais je voudrais, Pascal, si vous me permettez, rebondir sur ce qu'a dit Jean-François Lépy à propos de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 6% des exportations agricoles et alimentaires de la France. La Chine, c'est 5%. Donc l'Afrique tout entière compte aujourd'hui dans le paysage à l'export de notre agriculture et de notre agroalimentaire. Mais c'est aussi un continent qui a la même population que la Chine. Et c'est un continent qui est beaucoup moins stable dans ses récoltes agricoles, beaucoup moins stable dans ses réalités géopolitiques et parfois économiques. Ce qui fait que, oui, la Chine est un Eldorado, et en même temps, l'Afrique est une promesse. Alors, on va rappeler peut-être deux éléments. Un élément quantitatif, la démographie. Vous avez vu comme moi les projections en matière démographique. Oui. Alors, elles varient, mais en 2100, c'est très loin, certes, mais il faut se projeter, en économie, il faut se projeter assez loin. L'Afrique pourrait être à 3 milliards d'individus. 3 milliards de consommateurs. Et il y a une étape intermédiaire en 2050 où elle serait entre 1,5 et 2 milliards. Même un peu, selon les Français. Alors, il y a des instituts français et espagnols qui ont des prévisions différentes. Mais donc, c'est un marché quantitatif important. Absolument. C'est la plus grande croissance démographique du monde aujourd'hui, inédite dans l'histoire. Il y a un bébé sur 3 aujourd'hui qui débarque sur la planète qui est africain. Voilà, c'est ça la situation. Donc, les marchés dynamiques sur le siècle, c'est certes l'Asie qui reste peuplée, plus fortunée, qui aura le pouvoir géopolitique, géoéconomique, mais c'est aussi une Afrique qu'il va falloir nourrir, où l'agriculture va devoir se développer localement et où la sécurité alimentaire passera aussi par des approvisionnements
extérieure. Quantitatif, qualitatif aussi, c'est un continent sur lequel il y a une classe moyenne qui monte. Alors, la définition de la classe moyenne en Chine, c'est des gens qui gagnent $10 par jour. Alors, c'est des infirmiers, des commerçants, des professions intermédiaires. Mais ce qu'on voit, c'est que se constitue dans les villes, et c'est un phénomène important, l'urbanisation en Afrique, un réservoir de consommateurs qui bientôt vont peut-être faire évoluer leur mode de consommation. Oui, on a de plus en plus de consommateurs exigeants, quels qu'ils soient partout sur la planète. Maintenant, il faut avoir aussi conscience qu'avec la crise du Covid, nous avons certaines classes moyennes qui vont retomber dans de la pauvreté. On estime quand même que 500 millions d'Africains, vont tomber à nouveau dans la pauvreté dans la décennie si la crise du Covid dure plusieurs années, d'un point de vue économique et fait, au-delà du sanitaire. Mais je voulais ajouter aussi un autre élément, parce qu'on a beaucoup parlé des boissons, des céréales, de la viande de porc. Je voudrais pas qu'on oublie dans cette émission de mentionner quand même que le lait et les produits laitiers, c'est 10% du total de nos exportations. C'est vrai. Que fruits, légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, c'est 9% de nos exportations. Et même si c'est une petite goutte dans le total de nos exportations, je rappelle, puisqu'on est au village semences, que la France est le premier exportateur mondial de semences. C'est plus d'1 milliard d'euros par an. Il y a un génie français dans ce domaine. Et on a un génie français et une multitude d'acteurs dans ce domaine. Donc on a une diversité aussi d'outils agricoles, agroalimentaires, par la valorisation à l'international. Alors, il nous reste 5 minutes et je voulais qu'on refasse un tour de table autour de cette dernière question que je voudrais vous poser. J'ai constaté à travers des voyages personnels, mais aussi à travers des lectures un peu académiques, que il y a une forme de standardisation de notre alimentation, de l'alimentation dans le monde. C'est-à-dire que de plus en plus, on consomme à peu près la même chose, ou en tout cas, il y a une espèce de menu international qui se déploie. Alors ça progresse probablement beaucoup moins en Afrique de l'Ouest qu'en Chine de l'Ouest, pardon. Enfin, dans la Chine paysanne et rurale que dans les villes côtières. Ça progresse probablement plus. C'est déjà d'ailleurs constitué en Nouvelle-Angleterre ou sur la côte ouest des États-Unis, plus que dans la partie intérieure des États-Unis. Mais il y a un menu international: tomate mozzarella, hamburger, cheesecake. Quand on mange tous la même chose, ça veut dire qu'on exige des producteurs qu'ils produisent la même chose. Et donc ça standardise. La standardisation des goûts conduit à la standardisation des productions. On fait un dernier tour avec vous, Georges Ossalter. Quelle est la place du vin dans quelle peut être la place du vin dans cette standardisation des goûts des consommateurs, du world consumer, c'est-à-dire du consommateur du monde d'aujourd'hui? Alors la question que vous posez est très intéressante parce que dans le vin, c'est une problématique qui est presque une lutte. Je m'explique. Vous avez effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une standardisation des nouveaux pays producteurs de vin qui viennent avec une approche par les cépages, avec des goûts très consensuels qui permettent de faire une transition entre des boissons gazeuses très sucrées et les vins plus acides que nous produisons en Europe. Et on a depuis 25 ans une lutte entre donc cette logique de l'approche par le cépage, par le goût standard, et puis la logique terroir. Et c'est très intéressant de voir que c'est une lutte mondiale, c'est-à-dire que les Australiens, les Américains, les Chiliens sont allés défendre la vocation du vin comme boisson standard à base de cépage, pendant que les Italiens, les Espagnols, les Français défendent les vins de terroir. Et un tournant décisif, ça a été au début du siècle le marché chinois que nous avons réussi à prendre. Et que nous avons pris sur la logique vin de terroir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Chinois, vous lui parlez de Cabernet Sauvignon, il sait pas ce que c'est. Pour lui, le vin, c'est du Bordeaux. Et donc, ça a été une grande victoire pour nous, qui nous aide parce que, comme vous le savez, la structure de la viticulture française est très atomisée. Donc, on n'est pas bien armé pour faire des vins standardisés. On en fait, on sait en faire, mais ça n'est pas la partie que nous valorisons le mieux. Alors que les vins de terroir, évidemment, on est les champions du monde. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que je sais bien qu'il y a cette tendance à la standardisation, mais dans le vin, aujourd'hui, vous voyez que à cause de cette victoire que nous avons remportée en Chine, il y a un comeback. Il y a un comeback des vins de terroir. Et vous voyez, par exemple, aux États-Unis, qui est évidemment le pays par excellence du vin de cépage, eh bien, les vins de terroir commencent à intéresser et les producteurs américains commencent à faire des vins de terroir et les Australiens vont s'y mettre.
Merci d'avoir participé à cette émission. On va terminer. Merci d'avoir été à distance, d'avoir pris du temps pour nous, pour Stop Intox. Juste une question, Jean-François Lépy. Si on mange du hamburger partout dans le monde, il y a du pain. Hein, dans le hamburger, oui. Si ça ne m'échappe pas. Il faut. On peut rajouter une tranche un peu de bacon aussi. Il y a un peu de bacon pour certains d'entre eux. C'est comment vous vous situez, vous, par rapport à la réflexion que je faisais sur la standardisation des goûts? C'est indéniablement lié à toute l'urbanisation qu'on voit, effectivement, l'émergence de classe moyenne, on en a parlé beaucoup. C'est vrai que la culture du pain est une culture occidentale. Mangeait pas de pain en Chine il y a peu de temps, et pourtant il y a des boulangeries aujourd'hui. Voire européennes. Et c'est vrai que quelque part cette tradition du pain est quelque chose. On a la chance dans l'apport de le porter en France et d'avoir une certaine, une reconnaissance au niveau international. Mais voilà, mais pour nous, effectivement, c'est toujours cette standardisation est plutôt positive. Georges Delzesco? Non, je crois qu'il y a deux types de consommation. Il y a la consommation de tous les jours qui est peut-être très standardisée, mais je pense que, et on le voit, ne serait-ce que sur l'appétence des émissions culinaires et tout, je crois qu'en France on a quand même une force gastronomique qui est quand même très intéressante, avec un plaisir de consommer, et nous on le voit sur l'Asie. Je vais prendre l'exemple du Japon. On est en train de... il y a 15 ans, on parlait de saucisson sec au Japon, c'était pas du tout dans la culture. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une tendance à consommer du saucisson sec, du jambon sec. C'est comme les sushis il y a 40 ans en France. Donc je pense qu'il y a deux types de consommation et on a une carte à jouer sur ce volet gastronomique. C'est notre... pour terminer, Sébastien Havis, c'est notre vocation, produire du premium. Je pense que la France doit être fière de ce qu'elle fait en agriculture, en agroalimentaire, et cultiver cette performance avec constance, avec une vision stratégique, et continuer à être dans un chemin vertueux qui consiste à nourrir la population et en même temps à soigner la planète. Donc oui, il faut des trajectoires et des transitions dans les cultures, mais en même temps maintenir ce triptyque gagnant dont je parle souvent, quantité, qualité, diversité. Et pour ça, il faut être fier de ce qu'on fait. Et la fierté... L'agriculture française, ça a été une fierté française pendant très longtemps. Il faut dire les choses, on ne l'a pas beaucoup évoqué dans cette émission, elle est souvent critiquée, elle est souvent mise en cause, et pourtant, nous avons, selon les meilleurs spécialistes, ceux qui sont capables de juger, ceux qui font de la science et pas du scientisme, l'agriculture la plus raisonnée, l'agriculture la plus qualitative du monde. On doit absolument en être fiers. C'est peut-être une des leçons aussi que nous tirons de cette émission de Stop Intox. Assez d'intox autour de l'agriculture française. Nous avons des agriculteurs vertueux avec des productions vertueuses. Il faut en être fier. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Merci à vous tous. Au revoir.